Bonjour, petite fougère de YouTube, ou mauvais jour, puisqu'on est toujours sur la lecture de Emmanuel Bobatti. Toujours. Et oui, c'est triste. Nous sommes chapitre 4, sachant qu'il n'y a que, ou trop, je ne sais pas, 5 chapitres. Autrement dit, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Oui. On est à plus de la moitié. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je tiens à le dire. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes donc chapitre 4. Et oui. Changer de sexe et de sexualité. Je ne parle ni ne peux parler comme hétérosexuel, ni comme homosexuel, bien que je connaisse et habite ces deux positions. Paul Preciado, lettre d'un homme trans à l'ancien régime sexuel. Ok. On va voir ce qui va être dit. La sexualité est un impensé des études sur les trans. Oh, ça va être Piphobe. Il a cité Preciado. Je connais pas Preciado. Parce que du coup, c'est quelqu'un connu, Preciado, et pas dans le bon sens ou... Ça va être une ride. Ah. C'est pas plus mal de pas connaître Preciado. Ah. Oui, non, mais les citations, elles sont toujours catastrophiques. C'est assez impressionnant. Mais bon. Bon. Allez, La sexualité est un impensé des études sur les trans. Alors là, du coup, ce qui est dit, parce qu'il y a une petite note, parce que j'ai vu étude de la part de qui ? Ce chapitre présente des résultats pour partie publiés dans un article paru au préalable de Emmanuel Bobatti. Ouais, donc en gros, c'est l'article qui... C'est Bobatti qui cite du Bobatti, quoi. Non mais... Bref, donc article cité, Emmanuel Bobatti, changer de sexe et de sexualité, les significations genrées des orientations sexuelles. Alors je peux vous faire ça, attendez. Vous voulez ça ? Je peux vous offrir ça. Vous avez voulu, vous aurez. C'est une musique adaptée, non ? On va voir où ça nous mène ? Ensemble ? Ça ne pourra que très bien se passer, sûrement. Verrons. Donc, la sexualité est un impensé des études sur les trans. Citation, étude de Manuel Bobatti pour citer Emmanuel Bobatti. Donc, les études, c'est en fait moi-même. Moi-même qui cite moi-même. Vous avez vu, je cite des études, donc je suis très intelligent. Hey ! Bravo Emmanuel Bobatti, bravo. Gros talent. Au moins ses sources. C'est vrai, enfin, je sais pas si c'est... Enfin, si quand tu vas pour sourcer, t'es juste capable de mettre toi-même, en termes de validité des sources, c'est un poil discutable quand même. C'est bon, voilà. Et surtout que le truc, c'est quand même la sexualité est un impensé des études sur les trans. Et du coup, en rêve, tu dis, en fait, c'est les résultats publiés dans un article paru au préalable de moi-même. Donc en fait, c'est des études de une étude. C'est un peu léger. Alors, il n'y a que l'INSEE qui peut se prendre comme propre source. Alors en fait, non. Le seul truc, c'est que tout simplement, il faut voir l'institution qui produit, dans quel contexte, etc. L'INSEE, c'est pas un individu qui va utiliser l'INSEE comme référence.
c'est qu'en fait, tu vas avoir des gens différents qui bossent au sein de l'INSEE, qui vont produire du contenu, et donc du coup, forcément, quand l'INSEE va notamment prendre en référence, dans une étude faite par un Jean-Michel numéro 1, les études produites par l'INSEE, mais grâce à Jean-Michel numéro 2, ça n'a pas particulièrement forcément tant de problèmes que ça. Encore une fois, voilà, c'est citer une source de soi, c'est assez usuel dans des articles qu'on lit de manière générale, que ce soit en psychologie sociale, en médecine, enfin bref, dans plein de milieux. Voilà, là je lis typiquement Audrad, citer une source de soi, c'est usuel dans les articles que je lis en écologie. Ça marche si c'est relu par les pairs. Après, mis en pair avec une biblio clairement pas faite, bah c'est chaud. Voilà, le problème il est là que, en fait, c'est que tu cites donc officiellement tes propres travaux, t'es en mode ok, sauf qu'en fait derrière c'est quoi les autres citations qu'on a, c'est des trucs éclatés au sol, et en fait vu la qualité du travail qu'on a quand même jusqu'à présent, si ta seule capacité c'est de te citer toi-même pour justifier ce que tu écris, sachant qu'on a vu que c'était quand même pas exceptionnellement solide, là ça pose un peu problème quoi, ça pose un peu problème. Bonjour Jantel au fait au passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée, même si tu arrives sur une lecture de l'enfer. Ouais je parle vite hein, oui. Bon je reprends la catastrophe ambulante. Peu enclin à s'aventurer sur ce terrain, les chercheurs semblent redouter la critique d'un amalgame entre sexe et sexualité. Tu veux dire ce que tu fais depuis le début? C'est ça que tu essayes de nous dire Emmanuel? Emmanuel, 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 Emmanuel. Bref. 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 Cette crainte peut être mise en lien avec la sexualisation du transsexualisme, opérée par la sexologie au cours des 3 dernières décennies. Introduit par le sexologue nord-américain Ray Blanchard à la fin des années 80, le concept d'autogynéphilie a largement guidé ce courant de pensée. Le terme désigne le fait pour les hommes de ressentir de l'excitation sexuelle à s'imaginer en femme. Le développement des études sur ce sujet a favorisé l'émergence de nouvelles catégories psychiatriques. En 1987, le travestisme fétichiste est introduit dans la section des paraphilies du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Dans ce contexte, les trans qui évoquent leur sexualité lors des consultations psychiatriques préalables à leurs traitements hormono-chirurgicaux risquent d'être diagnostiqués comme souffrant de paraphilie sexuelle plutôt que de dysphorie de genre, surtout s'il s'agit de femmes trans. Donc là, on va absolument pas remettre en question le fait que, donc, encore une fois, les seuls parcours trans valides, c'est les parcours trans médicaux. Encore, on ne va bien évidemment pas remettre en question le fait qu'il faut passer du coup par ces systèmes-là, qui donc sont des systèmes extrêmement violents, oppressifs, etc. On va pas remettre en question l'existence du DSM, on va pas remettre en question ces éléments-là, en fait, comme étant potentiellement problématiques. Hein, non, on va juste dire, le problème, c'est qu'on va pas nous donner le bon diagnostic. Au fait, ma livraison qui est arrivée et qui n'est pas la bonne, là, il me demande de lister exactement ce qu'il manque dans ma commande. Donc, je dois retrouver ma liste de commandes et faire un inventaire pour voir si par chance il y a des produits en commun entre ma commande et celle que quelqu'un d'autre qu'on m'a livrée. Il s'agit de nourriture, j'ai 50 articles. J'ai une énorme flemme. Je comprends. Je comprends. Chaque début de chapitre, il tape sur ce qu'il écrit dans les chapitres précédents, mais après ça passe et les fins de chapitre sont encore pires. C'est le schéma narratif que je retiens. Un peu. Un petit peu, ouais. Ouais. Bon, on est reparti. Donc, ils ou elles peuvent ainsi se voir refuser l'accès aux modifications corporelles, qui ne sont préconisées que dans le cas des dysphories. Cette confusion entre dysphorie et paraphilie a contribué à faire de la sexualité des trans un terrain glissant sur lequel les chercheurs en sciences sociales évitent de s'engager. Ah oui, donc vraiment, on va pas être capable de remettre en question ça, en fait. On va même pas être capable de dire que c'est pas une confusion. On va rester sur c'est une confusion. C'est une confusion entre dysphorie et paraphilie. On va rester sur ça, vraiment. Il y a... Le début du chapitre. C'est seulement le début du chapitre.
C'est seulement le début du chapitre. Et ça légitime, bien sûr, encore la psychiatrie. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bah oui. Et qu'est-ce que tu veux que ça fasse d'autre? De toute façon, il paraît que la psychiatrie, par rapport aux trans, a été co-construit grâce aux trans. C'est ce qui avait été dit dans l'introduction, hein, on n'oublie pas. Hein. Je débarque après la vaisselle. C'est quoi la paraphilie? C'est de la merde. En gros, c'est un soi-disant trouble mental. Et grosso merdo, bah, c'est de la merde qu'on vient coller aux personnes trans pour dire qu'en gros, elles ont envie de s'auto-sucer. Voilà, je vais résumer à ça. C'est un résumé dégueulasse, mais ça te donne à peu près le niveau de pertinence du truc. Voilà. C'est de la merde. En fait, c'est vraiment le truc qui consiste... mais en fait, la paraphilie et tout ça, c'est dans le même bateau. Le principe, en fait, ça consiste à dire qu'en gros, les personnes trans sont des personnes qui sont malades, psychiquement malades, avec des troubles au niveau de la sexualité, des troubles au niveau de la sexualité par rapport au fait de se fétichiser soi-même, de fétichiser les autres, etc., etc. Donc en fait, c'est toujours la même merde, puisque le principe de tout ça, de toutes ces catégories-là, c'est juste de vous dire, les personnes trans, vous êtes des gros désaxés sexuels. Voilà, c'est ça le propos du truc, en fait. Et vraiment, t'as un Emmanuel Bobati qui est même pas foutu de dire « Hey, c'est peut-être de la merde, la psychiatrie. Hey, il y a peut-être une construction de casse qui est bien éclatée au sol, en fait. Peut-être que c'est un peu beaucoup transphobe. » Non, Emmanuel Bobati nous dit « Il y a de la confusion entre dysphorie de genre et paraphilie. » Voilà. Des fois, malheureusement, on se trompe. Ah, zut. Ah, zut. Vraiment, quoi. Ah oui, non, là je précise parce qu'on est sur Transfuge de sexe, on est sur un ouvrage qui est spécifiquement sur la question des personnes trans, mais effectivement, la psychiatrie, de manière large, c'est de la merde. La psychiatrie, ça se brûle. La psychiatrie, c'est du contrôle social, c'est du contrôle des corps, c'est du contrôle de vos vies, c'est juste un vecteur d'oppression, un reproducteur d'oppression, et c'est juste infect à tous les niveaux. Mais encore une fois, pour un Jean Billy qui a profité de tous les bails comme il faut, bah en fait, tout va bien. La psychiatrie, c'est pas un problème. Ils ok. C'est juste une confusion, voilà. Pour les trans, c'est une confusion. De temps en temps, on se trompe. On les case, on les met dans la case paraphilie, alors qu'on devrait les mettre dans les cases dysphorie. Mais voilà, c'est par erreur, vous comprenez. Pauvre psychiatrie qui s'est trompé un peu, quoi. Mais en fait, c'est pas la psychiatrie qui pose problème, bien sûr. C'est juste que là, on s'est planté. Non, mais vraiment, le niveau, mais abyssal de l'auteur, quoi. Être éclaté à ce point-là, ça me fume. Bonjour à Aaron, au passage. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Malgré la lecture qui est pas bien. Qui n'est pas bien. Voilà. C'est vraiment pas bien. La justification psychophobe de la transphobie spécifiquement dirigée vers les trans, gays, lesbiennes, bi. Oui, non, mais voilà, on est vraiment sur un truc qui est pas bien. Ah. On ira demain. Pas grave. Pas très gênant, non? Ah oui, moi non plus, j'aurais pas envie, mais ça sera le week-end, il faudra bien y aller. Parce qu'on n'aura plus à bouffer. Donc en fait, on peut ne pas avoir envie, c'est soit ça, soit manger des pierres. Ouais, hein. Pas bon les pierres, hein. Non, hein. Tu peux commander si tu veux. Il me reste une moitié de pizza dans le frigo si tu veux la manger en attendant. Bah, moi non plus, je suis en train de dire de la merde. Ça donne pas faim. Tu veux un câlin? Tu veux ta fille? Regarde, elle t'attend, elle te regarde. Bon, tu me dis si je peux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on disait? C'est difficile de bien diagnostiquer les gens. On a vite fait de confondre les dysphories et les pervers, n'est-ce pas? Non, mais vraiment, c'est un massacre le bouquin. Voilà. Elle est déjà partie dans sa chambre. Elle est déjà partie dans sa chambre. Je crois que ça ne va effectivement pas très très bien. J'hésite à leur envoyer un mail pour leur dire qu'en fait il manque tout, sans regarder, parce que flemme, c'est pas comme s'ils avaient les moyens de vérifier, ou que j'ai reçu que les patoudones. Bah en vrai, ouais, hein, flemme, hein. La flemme, hein. Moi je comprends. Hein. Je reprends la lecture. Je vais peut-être enlever quand même la musique en mode trop lolo, c'est rigolo 2 minutes, mais
mais ça va me taper sur le système. Voilà. Je vais nous remettre une petite musique d'ambiance. Ça sera mieux. Hop là, hop, hop, hop. J'ai cliqué au mauvais endroit, pardon. Excusez-moi. Voilà, on est mieux. On est reparti. Donc, la sexualité joue pourtant un rôle primordial dans les parcours de transition. Plutôt que d'aborder le changement de sexe comme un effet secondaire du désir sexuel, il est possible d'explorer la sexualité en tant que foyer de la fabrique du genre, selon la formule de la sociologue Isabelle Claire. D'après Michel Boson, il y a des significations sociales aux désirs et aux actes sexuels. Les orientations sexuelles, notamment, ont un pouvoir performatif. Elles contribuent à faire ou à défaire l'appartenance à un sexe ou à l'autre. Autrement dit, l'hétérosexualité et l'homosexualité ont des significations genrées qui forgent des catégories d'hommes et de femmes ou, à l'inverse, permettent de s'en affranchir. Ouais... Alors. Il y a des composantes notamment militantes dans la manière dont on choisit potentiellement d'exprimer nos sexualités, etc. A contrario, résumer notre sexualité à seulement ça, c'est un peu bancal et nul à chier. Tout comme notre identité de genre. C'est... On va continuer, on va voir où est-ce que ça nous mène. Mais les orientations sexuelles sont complexes et composites. Celles-ci se composent à la fois d'identification, d'attirance, de pratique, ces différents paramètres n'étant pas nécessairement en adéquation les uns avec les autres. La construction et la déconstruction du genre peuvent aussi se caractériser par certaines tensions, voire par certaines contradictions entre ces éléments constitutifs de la sexualité. Le genre et la sexualité sont interdépendants, mais ils sont également liés à d'autres paramètres. Certains travaux de sociologie ont investigué la diversité des styles de féminité et de masculinité, qui varient selon les milieux sociaux dans lesquels les personnes évoluent. On établit qu'en fonction de leur appartenance de classe, les individus n'habitent pas le genre de la même manière. Toutefois, rares sont les analyses qui se penchent sur la signification des orientations sexuelles du point de vue de la classe. Le parcours trans se prête bien à de telles analyses. Des recherches récentes ont exploré les caractéristiques sociales et sexuelles des trans, des non-binaires. Des études avançant que les rapports qu'ils et elles entretiennent aux normes de genre et à la sexualité sont intimement liés à leur trajectoire et profils sociaux. Là, on va vers une pente qui me dérange beaucoup, puisque la pente qui est en train d'être prise, c'est qu'en gros, c'est de nous dire tu baises qui tu baises parce que tu es dans telle catégorie sociale. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. On va dire ça comme ça. Tout comme, il y a aussi quand même le parallèle, qui a déjà été fait à plus d'une fois, que on est qui on est en tant qu'identité de genre par rapport à nos cadres sociaux aussi. Et pareil, on n'est pas... c'est pas parce qu'on est dans le patriarcat qu'on construit des personnes trans. Et pourtant, c'est le point qui a été développé. C'est le point qui a été développé notamment dans la partie qui s'appelait la fabrique des trans. C'est vraiment sur un moment où... Wow. Et voilà. Vrai prolo baiser que prolo, bien entendu. C'est plutôt le move de vrai prolo va baiser dans la manière classique, attendue, hétéronormative, etc. Et par contre, les bourgeois, eux, ils se permettent d'aller dans les abus, dans le fait d'aller dans l'altérité, tout ça. Plus souvent, c'est ça le sous-entendu qu'il y a derrière. Est-ce que là, ça va être celui-là? Je ne sais pas. Mais très souvent, le gros stéréotype, c'est ça. C'est que les bourgeois ont le luxe de pouvoir étudier et d'aller dans des sexualités dites, on va dire, déviantes, différentes, là où les prolos, vous faites le sexe classique, hétéronormatif, parce que c'est comme ça, de toute façon, vous n'avez pas le luxe d'aller voir autre chose. Et en fait, c'est faux, quoi. C'est éclaté au sol, ça n'a aucun sens, quoi. Encore une fois, c'est ne pas connaître les milieux en question, c'est connaître que ton petit milieu à toi et en faire une généralité de merde, et voilà quoi. Je reprends. Ainsi, les populations qui refusent le sexe qui leur a été assigné peuvent informer sur ce que la sexualité dit du genre, mais aussi de la classe. En retraçant les parcours trans de manière chronologique, ce chapitre se penche sur la signification genrée et classée de la sexualité.
Ouais. On a des personnes trans dans plein de contextes sociaux et culturels différents dès qu'il y a une distinction un peu nette des genres. Et pire, l'Europe a exporté sa forme de transphobie dès les premières colonisations, oui, et surtout, l'Europe a exporté sa vision binaire du genre. L'Europe a exporté via les colonisations la destruction complète des identités alternatives en dehors du cadre binaire homme-femme, en fait. Parce que des identités de genre diverses et variées, il y en avait plein, il y en a existé plein, et il en existe d'ailleurs toujours plein, hein, encore heureux. Et c'est seulement parce que l'Europe est venue avec son gros sabot écraser tout ce qu'il y avait que on a aujourd'hui un monde qui est aussi binarisé, aussi patriarcat, etc., etc. Hein. C'est pas genre de manière naturelle de tout temps. Il n'y a eu que l'homme et la femme. Hein. Ça c'est une construction et c'est une construction sociale occidentale. Hein. Bref, je reprends. Défaire le genre, l'inégal pouvoir des orientations sexuelles. Avant la transition, il existe 3 grands types d'orientations sexuelles. Presque tous les futurs FTM sont lesbiennes, mais seulement la moitié des MTF est gay, tandis que l'autre moitié des femmes trans changent de sexe sur le tard après avoir connu une vie d'homme hétérosexuel. Alors que le lesbianisme permet aux futurs hommes trans de commencer à s'éloigner de leur assignation de sexe d'origine, l'hétérosexualité comme l'homosexualité masculine tendent au contraire à réifier la masculinité des futures femmes trans. Voilà, il reprend le titre de Butler là. Voilà, EB1, on va juste se limiter à EB1. EB1. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Putain, je suis page 109, je suis à 22 minutes et j'ai la flemme. Hein. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Ça essentialise beaucoup là quand même. Hein. Refrain. Hein. Ouais. Hein. Désolé, j'écoute plus, c'est terrible. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais cassez-vous. Hein. Je vous ai dit, c'est un enfer. Hein. C'est pas bien. Hein. C'est nul. Hein. On lit des trucs nuls. Attends, il sort d'où la stat sur les hommes trans qui seraient hétéros à ce point? Bah, c'est comme ça, c'est écrit dans le livre, donc c'est vrai. C'est écrit, donc c'est vrai. De toute façon, tout ce qui est sur Internet est forcément vrai. Donc tout ce qui est dans un livre est forcément vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas la loi, c'est pas la règle. Bon, ironie mise à part, je vais reprendre. L'hétérosexualité masculine ou se ranger. Les femmes trans s'engagent souvent dans une première vie en tant qu'hommes hétérosexuels à la suite de violences qui les dissuadent de transitionner. Dans les domaines amoureux et familial, les futurs MTF se décrivent comme des spectatrices de leur propre vie. Avant la transition, le champ des possibles se limite souvent, comme chez Vera, au mariage et à la paternité. C'est comme ça, quoi. J'ai suivi parce qu'il fallait le faire. Elle, son ex-épouse, elle était avec un garçon, Vera, avant sa transition. Moi, étant garçon, il fallait que je sois une fille. Je sois avec une fille. Donc voilà, ça correspondait à ma vie. Je me suis dit, il faut que tu te maries, que tu aies un travail fixe, que tu aies des enfants. Ça va te stabiliser. C'est ce que j'ai fait. Vera suit le chemin étroit de la masculinité acceptable, celle qui invite les hommes à se ranger après avoir vécu une jeunesse sexuelle diversifiée. La mise en couple et l'accès à la parenté font souvent naître un espoir de normalisation. Toutefois, les MTF s'investissent peu dans leur union. Leur rapport au couple correspond à l'expérience qu'en font un certain nombre d'hommes cis qui entretiennent la relation par leur seule présence tandis que leurs compagnes nourrissent plus activement le lien. C'est forcé de donner les noms avant transition. Non, là ça n'a pas été donné. Il n'y a pas eu de dead name. Il n'y a pas eu de dead name. Hein. Vera, c'est son nom actuel. C'est son nom de femme trans. Et justement, elle explique que à l'époque, quand elle était avec son ex, il fallait qu'elle soit avec un garçon. Et donc, à l'époque, elle s'était mis comme un mec pour que ça corresponde. Voilà. J'ai dû rater une virgule. C'est possible. C'est possible. Donc, non, Vera, c'est son prénom. C'est son prénom. Et la femme trans, Vera. Là, je tique un peu sur le côté. En fait, c'est parce que les femmes trans, en fait, sont des femmes trans, même si elles n'ont pas encore accepté d'être des femmes trans, si elles ne sont pas encore entamé
le parcours trans, qu'elles s'investissent pas dans la relation de couple, en faisant ça comme si c'était opposé de l'autre côté aux hommes cis qui ne s'entretiennent pas dans un couple, parce que c'est des hommes cis dans un système patriarcal. En fait, on vient y faire une espèce de découpage pour expliquer que les futures, on va dire, femmes trans, dans le sens où à ce moment-là, ces personnes-là sont encore sociabilisées comme des hommes, sont déjà conscientes d'une manière ou d'une autre qu'elles sont des femmes trans, et que du coup, si elles s'investissent pas dans leur relation, c'est à cause de ça. Mais encore une fois, bordel de merde, quand bien même tu vas finir par faire une transition, si tu es sociabilisé comme un homme, que tu as les codes sociaux d'un homme, que tu te comportes comme un homme, je suis désolé, mais c'est parce que le patriarcat et du coup les codes sociaux masculins, c'est pas genre une différence, c'est pas que tu t'investis pas à ce moment-là dans un couple parce que à terme tu vas faire une transition, parce qu'au fait tu te comportes dans les prérequis sociaux attendus au genre qu'on t'a assigné. Et vraiment faire la distinction entre les hommes cis et en fait les futures femmes trans, comme si c'était le même comportement mais pour une explication différente, c'est un peu bancal. C'est un peu bancal. C'est vraiment les LGBT+, bourges, dépolitisation, essentialisation, individualisation, tout y est. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Je reprends. Néanmoins, pour ceux qui deviendront des femmes, cette passivité s'apparente à une forme de fatalisme. Vous voyez, là, on vient pour vous expliquer, c'est pas pareil, vous comprenez? C'est pas pareil. Je suis pas vraiment d'accord, en fait. Je suis pas vraiment d'accord. Je veux bien accorder qu'il y a sûrement des parcours très différents. Sûrement des parcours dans lesquels des personnes savent et ont conscience qu'elles veulent faire une transition, mais à cause des pressions ne le font pas, en ayant parfaitement conscience qu'elles ne le doivent pas, et probablement que du coup, leur investissement ou non-investissement dans des relations dépend aussi de ça, probablement. Mais en fait, ça peut pas se limiter à ça, encore une fois, sinon on tombe dans de l'explication monocausale. Et l'explication monocausale n'est jamais la bonne réponse. Jamais. Tu ne peux pas forcer à vouloir faire cadrer ta réalité à deux éléments qui se battent en duel, du coup, monocausal, un élément qui se bat en duel, et dire c'est comme ça envers et contre tout. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu es forcé de tordre la réalité, tu es forcé de nier des éléments. Et vraiment, ça c'est pas pertinent, quoi. Enfin. C'est. Bref. Je reprends. Dans l'extrait suivant, Nathalie s'interroge sur les raisons qui ont motivé son mariage. Ça montait en moi de plus en plus. Je vivais ma double vie. Ça devenait chiant. Avec Laurence, son ex-femme, ça se passait comment de ce côté-là? Mal à ce niveau-là. Mais elle ne savait pas vraiment. Alors pourquoi je me suis marié? Tout ça. Des enfants, j'en voulais. Mais pourquoi je me suis marié? Parce que pour moi, il n'y avait pas d'issue de secours pour pouvoir vivre à l'époque. Tu vois, c'était les années 80. Alors il y en avait, mais c'était toujours très compliqué, dans la prostitution ou autre. Moi, ce n'était pas cette vie-là que je voulais. Je me l'interdisais d'une certaine façon. Je regardais les émissions, mais ça s'arrêtait là. Je ne pouvais pas la vivre. Je m'étais dit, tu es obligé d'être qui tu es, comme tu es. Tu vis cette vie-là avec une double vie. Je montais exponentiellement comme ça. Ça montait. La double vie montait de plus en plus. Très compliqué à mener. C'est comme ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc je me suis mise dans un moule. Cette MTF se résout à se conformer à un modèle hégémonique, celui de l'homme hétérosexuel, marié, avec un emploi stable. C'est entre autres le spectre de la prostitution qui l'a conduit à s'engager dans une vie au masculin, bien que Nathalie attribue cette crainte aux femmes trans de sa génération. L'angoisse de la marginalisation traverse les âges et les époques. Elle est particulièrement prégnante chez les personnes qui se sont vues transmettre un certain nombre de capitaux par leurs parents. À cela, le couple hétérosexuel, même s'il est vécu sans conviction, confère un statut qui apaise pour un temps. Cette première vie en tant qu'homme s'accompagne d'une pratique régulière du travestissement. Alors là, il y a plusieurs trucs qui me chafouinent. La partie Nathalie attribue cette crainte aux femmes trans de sa génération, donc la crainte de tomber dans la prostitution. Comment ça, elle l'attribue aux femmes trans? Comment ça? C'est les femmes trans qui lui donnent la peur d'être prostituée? C'est pas tout à fait le lien, en fait. C'est pas tout à fait le propos. C'est la société dans laquelle on est qui produit des codes moraux et qui, du coup, produit une opprobre, produit une honte à être dans les métiers de travailleuses du sexe. C'est pas les femmes trans qui construisent ça, en fait. Enfin, voilà, c'est la précarisation qui mène au TDS. Bordel de merde.
Et ensuite, la deuxième étape, c'est de dire que cette première vie en tant qu'homme s'accompagne d'une pratique régulière du travestissement. En fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Il y a des personnes qui font effectivement une transition tardive, qui, au cours de leur vie, avant la transition, ont fait du travestissement. Oui, c'est vrai. Et il y en a plein, c'est pas le cas. Il y en a plein, c'est pas du tout le cas, en fait. Et en plus, qu'est-ce que tu vas définir comme étant du travestissement? C'est-à-dire que, en fait, est-ce que c'est pas déjà, en soi, le parcours de transition qui commence à se faire jour? Si tu commences à mettre des vêtements du genre qui te correspond, en quoi c'est du travestissement? Si, en fait, du coup, c'est déjà réfléchi et pensé comme, justement, un début de test, de commencer à jouer avec ce parcours de transition, à entamer ce parcours de transition. Enfin, genre vraiment, il y a des choses, encore une fois, qui sont généralisées, posées comme ça, en mode, allez, voilà, pouf. Voilà, parler de travestissement, c'est juste reprendre les théories rhétoriques qui sont transphobes, en fait. Exactement, oui, exactement. Genre vraiment, flemme, quoi. On vaut mieux que ça, merde. La double vie est caractéristique des parcours de femmes trans qui ont fondé une famille. Avant leur transition, ces MTF concilient une vie officielle en tant qu'homme et une vie plus ou moins clandestine en tant que femme. Déjà présente dès l'adolescence chez la plupart, la pratique du travestissement s'intensifie avec la vie familiale. C'est au début de sa vie de couple que Vera a instauré le rituel de s'habiller en femme, même si elle le faisait déjà dans sa jeunesse. Mais ça, pareil, c'est un parcours de vie qui est un parcours de vie présenté très bien, mais en fait, c'est pas une généralité qui touche toutes les personnes, à un moment donné, vraiment, quoi. Du coup, les MTF n'ont pas le droit de faire comme les FTM. Non, mais c'est mauvais, mais à ce point, oui, à ce point, oui. Au bout d'1 ou 2 mois après notre mariage, j'ai commencé à me travestir. Je lui ai emprunté ses vêtements parce que elle était presque de la même taille que moi. J'ai commencé à me travestir en cachette. Mais tu m'as dit que quand tu étais petite déjà, tu commençais à te travestir? Oui, mais pas beaucoup. J'avais emprunté des vêtements de ma mère, et à chaque fois qu'il y avait une copine qui venait dans mon studio, elle avait oublié des collants ou une petite culotte, je les gardais. Après le mariage, j'ai eu des périodes où j'ai commencé à m'acheter des vêtements. Je mettais dans mon garage. J'avais installé mes habits dans mon garage. Donc c'était un peu le bazar pour accéder. Et je cachais des vêtements dans des sacs ou des valises. J'en avais de plus en plus. À la fin, j'avais toute une largeur comme ça, plein de sacs. Ma femme n'a jamais trouvé. Au fil du temps, Vera accumule une immense garde-robe féminine dans son garage, un des espaces de la maison paradoxalement associés aux tâches masculines. Et là, en fait, tu vois, typiquement, on est sur un parcours de transition. Tu colles ça au fait de se travestir. En fait, non. Là, on n'est pas dans le travestissement. En fait, là, elle est clairement en train d'entamer des parcours de transition. Que là, clairement, elle questionne son genre, son identité de genre, les vêtements qui lui correspondent, etc. Très clairement, on verra, en fait, elle a entamé son parcours, en fait. Genre... Voilà, expérimenter son genre, ce n'est pas se travestir, en fait. Mais bon, voilà. Ce bouquin, c'est sa thèse, en fait. Du coup, depuis 2017, il n'a rien produit depuis. Oui. Et pourtant, il est vu comme une référence de la question. Mais oui. Oui. Je reprends et continue. Au fil du temps, Vera accumule une immense garde-robe féminine dans son garage, un des espaces de la maison paradoxalement associé aux tâches masculines. Plusieurs MTF décrivent le travestissement comme une soupape de sécurité personnelle permettant de supporter le jeu constant de la vie d'homme hétérosexuel. Deux existences sont généralement étanches, un phénomène particulièrement bien observable chez Anne, qui, au moment de notre entretien, est en passe d'initier la médicalisation de son changement de sexe. N'ayant pas encore fait sa transition sociale auprès de tous, elle dissocie la vie au féminin de sa vie de père de famille, en disant être son propre frère. Il y a la vie d'Anne, et il y a la vie de son frère, dit-elle. C'est vraiment deux vies. Mon frère travaille, ça lui prend du temps. Mon frère a aussi eu des enfants. Et dès qu'il me fout la paix, je suis en fille. Parce qu'elle n'a pas ses enfants le week-end, Anne sort même faire ses courses en tant que femme. La double vie de cette MTF est relativement équilibrée comparée à celle de la plupart des femmes trans, qui ne s'autorisent à se travestir qu'en secret. L'existence clivée mène le plus souvent, mais pas toujours, au divorce, et les séparations constituent des moments favorables à l'engagement officiel dans la transition. Bon, ça change pas ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, vraiment... Oula. Attention, le titre de la prochaine partie. Accrochez-vous.
accrochez-vous. Le titre de la prochaine partie, les gays sont des hommes, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Vraiment, hein. Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi? C'est une reprise de je sais pas quoi, j'ai oublié le nom. Non, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence, c'est juste le titre de la partie. Donc, je sais pas. L'autre moitié des femmes trans transitionnent plus jeunes, après une brève trajectoire homosexuelle. Les milieux sociaux d'origine et les niveaux d'éducation de ces MTF ne se distinguent pas de ceux des MTF, qui ont connu un parcours hétérosexuel. Leurs positions sociales au moment de la transition ne sont pas les mêmes. De Wittig? Ok. Pour beaucoup, elles n'ont pas encore d'emploi stable, elles sont alors plus vulnérables face à la marginalisation et aux discriminations. En changeant de sexe avant d'avoir un travail fixe, ces MTF savent les risques qu'elles encourent. Si nombre d'entre elles se font passer pour homosexuelles, se dire gay, c'est permettre de maintenir l'illusion de la masculinité. Et en cela, la fonction de cette orientation sexuelle est proche de celle de l'hétérosexualité masculine. Elle est vécue comme un compromis permettant de regarder la transition et les risques qui peuvent l'accompagner. Pour Audrey, passer pour homosexuel était avant tout une stratégie. Je souffle. Ah oui. On souffre un peu. Après, moi, là, le témoignage donc, de Audrey, que j'ai pas encore lu, si le move d'Audrey, c'est de nous dire, bon, bah, en fait, je vois ce que je me prenais dans la gueule si j'y allais franco direct, donc j'ai stratégiquement choisi de me présenter comme, pendant un temps, pour tester, voir comment ça se passait, etc., dans mon entourage, bah, en fait, ça s'entend. Hein, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense, c'est ce qu'on appelle... ne pas se jeter directement sous le bus, quoi. Et franchement, oui, ok. Moi, encore une fois, ce qui me fait peur, hein, comme à chaque fois, hein, la plupart du temps, c'est pas les témoignages, c'est ce qui est dit à côté, les conclusions éclatées au sol qui en sont tirées. C'est plus ça qui me... Voilà. Donc bon. Je laissais véhiculer l'image homosexuelle, qui était un petit peu mieux acceptée. Dire qu'on est une femme alors qu'on est dans le corps d'un homme, c'est transgressif, c'est intolérable pour les autres. J'ai connu des couples homosexuels qui vivaient très bien leur situation sexuelle, notamment au Mexique, où elle est née. Ça ne pose pas de problème, ils sont intégrés. Il n'y a pas vraiment de quartier spécifique, sauf à Mexico, pour les gays. Ils sont bien intégrés dans la société, ils sont tolérés. Il y a des agressions homophobes, hein, comme partout, mais les gens s'en fichent, en fait. Les gens s'en fichent. Par contre, transidentité, quand on dit qu'on est une femme dans le corps d'un homme, là, ça peut engendrer des agressions verbales, physiques. Donc mes études, je les ai continuées, en cachant ma transsexualité. Je jouais un rôle. C'était un rôle de protection. Dans ma tête, c'était clair que j'étais pas homosexuel. Voilà, le témoignage, il est extrêmement clair. Voilà, le témoignage, il est extrêmement clair. Je m'en doutais un petit peu, hein, ceci dit. Donc, ouais. Ok, je vois le truc. Oui, parce que les femmes lesbiennes se masculinisent, donc c'est pas vraiment des femmes parce que ça correspond pas à l'idée qu'Emmanuel se fait d'une femme. Peut-être bien. On va voir. L'étiquette gay permettra à cette MTF d'avancer dans son parcours universitaire, d'accéder à la profession d'enseignante, avant d'entamer sa transformation. Les futures femmes trans se heurtent néanmoins à la perception que leurs compagnons et amis homosexuels ont d'elles. Cette incompatibilité les amène à s'engager relativement jeunes dans la transition, souvent avant d'avoir un emploi stable. Dans une certaine mesure, l'orientation sexuelle contribue à modeler les temporalités biographiques des MTF. La décision intervient plutôt chez elles, qui sont gays, si la décision intervient plutôt chez elles qui sont gays, c'est peut-être qu'elle est moins coûteuse pour elles que pour celles qui bénéficient des privilèges dévolus aux hommes hétérosexuels, en particulier aux hommes hétérosexuels qui sont pères, sachant que ce statut parental constitue un accélérateur de carrière dans certains corps et métiers. Je pense que je commence à fatiguer aussi, hein. Je commence à avoir mon cerveau qui dit « Attends, tu dis quoi hein ?» Je pense que ça sent aussi à mon ton de voix, je commence à accuser un peu le coup, donc de toute façon on va pas trop tarder. Je pense que là quand on coupera la VOD d'ici 20 minutes, un peu comme ça, voilà. Ah oui, des discriminations des femmes trans au travail, c'est à cause des homos qui se sentent trahis. Ouais, bah... Bref. Donc, nous en étions à...
Néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, l'orientation sexuelle initiale des femmes trans contribue avant tout à retarder le changement de sexe. Pour les futurs FTM, à l'inverse, le lesbianisme, c'est le seuil de la transition. L'orientation sexuelle leur permet de quitter la catégorie femme en tant qu'autre du masculin. Selon Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, car elles échappent à la domination masculine dans la sphère domestique, conjugale et sexuelle. Voilà, ça sera mon avis profond. Je pense que ça résume mon avis profond. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je vais continuer. Elle se distingue en ce sens de la perspective de Simone de Beauvoir. Chez Wittig, non seulement on ne naît pas femme, mais on ne le devient pas forcément. L'orientation lesbienne constitue, pour les futurs FTM, une prise de distance vis-à-vis des rapports sociaux et du sexe, plus spécifiquement vis-à-vis de la place des femmes dans ces rapports sociaux. Le phénomène se ressent moins dans les récits que font les hommes trans de leur homosexualité pré-transition que dans ceux du rejet qu'ils avaient alors de l'hétérosexualité féminine. Avant leur changement de sexe, être une femme hétérosexuelle était inenvisageable, comme en témoigne le discours de Benjamin, qui était pourtant déjà attiré par les hommes à l'époque. Bon, vraiment, Wittig qui est en mode les lesbiennes c'est pas des femmes parce qu'elles échappent à la domination masculine dans la sphère domestique, conjugale et sexuelle, PTDR. Hein. Ouais, Wittig c'est une lecture de son époque, 70-80, et du coup c'est daté, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais je pense que, écoutez, les lesbiennes seront très heureuses de savoir que du coup elles ne subissent pas le patriarcat dans la rue, à l'entreprise, dans la famille, etc. Je pense qu'elles sont très 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 heureuses de savoir que du coup elles sont pas des femmes. Je pense qu'elles vont kiffer. Ça va être cool. Anyway, je continue. Quand j'étais tout seul dans ma chambre, je pouvais me dire, oui, bon, effectivement, j'aime bien les mecs. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais je crois que socialement, c'était juste une étiquette que je pouvais pas porter. Je n'allais pas supporter le fait de bien aimer les mecs. Parce que si on m'avait collé l'étiquette hétéro ou bi, ça aurait été me poser en tant que fille ou je ne sais pas. Ça pourrait emmerder. En plus, maintenant, j'ai plus du tout de problème à dire que j'aime bien les mecs. Alors que pendant des années, c'était quelque chose que socialement j'ai rejeté d'une force phénoménale. Et maintenant que tu t'affirmes en tant que garçon, ça change des choses? Ah oui, ça change des choses. Parce que du coup, comme je me pose en tant que mec, du coup socialement, si je dis oui, j'aime bien les mecs, les gens vont juste me penser pédé et ils vont plus me mettre l'étiquette hétéro. Et du coup, si c'est pas des femmes ni des hommes, c'est une erreur 404 de la réalité, oui. Et la matrice est pétée et les chats ne tombent plus sur leurs pattes, mais sur le côté beurré de la tartine. Ouais. Non, c'est pas ça. Alors moi aussi, je peux sortir des conneries comme ça par mon cerveau. Écoutez, j'ai le droit. Apparemment, Emmanuel Bobati se permet, donc YOLO. Je reprends. Le souci des futurs FTM de ne pas passer pour une femme hétérosexuelle n'a pas d'équivalent chez les MTF. C'est un présupposé sorti de ton cerveau. En fait, c'est un présupposé sorti de ton cerveau. Vraiment. Genre, tu poses ça comme si tous les mecs trans avaient un refus de l'hétérosexualité. Et de l'autre côté, tu poses ça comme si, du côté des femmes trans, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça me fume. C'est posé comme une vérité d'ordre général, comme ça, basé sur rien du tout. Je te dis que, donc c'est comme ça. Allez, fais avec, bisouille. Ah là là là. Bref, je reprends. La moitié d'entre elles étant d'ailleurs en couple avec un homme avant la transition. Ce n'est pas l'orientation hétérosexuelle en elle-même qui pose problème aux hommes trans, mais bien sa déclinaison féminine. À travers le rapport de pouvoir qu'elle peut instaurer avec le partenaire, celle-ci semble les assigner fortement au sexe féminin. Ainsi, les futurs FTM empruntent presque toute la voie de l'homosexualité féminine, leur permet aussi d'apprivoiser la masculinité. Le lesbianisme autorise une progressive masculinisation.
Dans son enquête qualitative menée auprès des FTM, le sociologue et sexologue canadien Aaron H. Devor fait le même constat. Chez les hommes trans, le commencement du changement de sexe est intriqué avec le lesbianisme. Marin décrit une frontière impalpable entre homosexualité féminine et identification au masculin. Quand j'étais Gwyn, je me définissais comme butch. Du coup, pour moi, le fait d'être trans, maintenant, c'est lié. Un peu une continuité. La resignification de certains codes de masculinité par les butch permet d'engager un processus de masculinisation qui discrédite bien moins que la féminité des folles en milieu homosexuel masculin. Mais encore faut-il que cette masculinisation ne soit pas jugée excessive. Voyant échapper à leur sexe en étant des femmes homosexuelles, certains futurs hommes trans, comme Christian, s'y trouvent finalement rappelés. Je ne me sentais pas comme ce qu'ils attendaient d'une lesbienne. Je ne me sentais de plus en plus mal dans la communauté en fait. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi, mais j'avais l'impression juste que je ne correspondais pas au truc qu'on attendait pour être une bonne lesbienne. Je n'avais pas à dire si il y avait aussi un truc de look qui était hyper fort. Il y avait déjà tout ce discours débile de « Ah bah non, moi je suis lesbienne, c'est-à-dire que j'aime une fille qui ressemble à une fille, pas masculine, tout ça. » Bon, donc là, je me retrouve plus du tout parce que j'étais assez masculine. Et déjà en fait, j'étais très masculine à l'époque. Ah mais ce discours est horrible. Vraiment, le côté non, mais puisque je suis une lesbienne, je n'aime que les filles qui ressemblent à une fille, c'est tellement stéréotypé de l'enfer. Putain de merde, c'est. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je suis fatigué. Hein. Ah, je vous avoue que je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Hein. Très 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 fatigué. Bon, je vais continuer, je vais encore un peu. Je me permets juste de aller regarder, j'ai une notif quelque part sur un... Eh ah, non, c'est de la musique qui a été partagée. Très bien. Je reprends. Dans le discours des personnes qui jugent ici l'apparence de Christian, une bonne lesbienne apparaît comme étant masculine mais pas trop. Il y a aussi une dimension qualitative à cette conception mesurée de la masculinité, notamment du point de vue de la position sociale et du milieu d'origine. Christian, il est éducateur spécialisé, il est fils d'un agent de police et d'une mère au foyer. Peu que la masculinité qu'il investissait en tant que lesbienne avant la transition ait été perçue par certaines de ses interlocutrices comme une masculinité d'origine populaire. Pour cela, ce FTM, qui lui aussi se disait butch, incarnait vraisemblablement un style de masculinité marginalisé aux yeux de certaines. Apparu aux États-Unis dans les années 30, ce terme de butch désignait d'ailleurs à l'origine des femmes ouvrières, robustes, à l'allure virile. Butch ne font pas l'unanimité parmi les lesbiennes, chez qui la figure de l'androgyne, associée à des corps filiformes, s'avère être plus consensuelle, du moins en France. Ainsi, si de nombreux hommes trans décrivent un processus de désidentification lesbienne, il y en a aussi qui n'ont jamais véritablement trouvé leur place parmi elles. Dans les deux cas, il en résulte qu'à un certain stade, au milieu de la vingtaine en moyenne, les futurs FTM en viennent à changer de sexe. Ça, vraiment, typiquement, ça me trigger. Parce qu'en fait, c'est quoi cette question de la figure androgyne comme consensuelle? Encore une fois, la question qui se pose, c'est le rapport au corps. C'est comme s'il y avait dans le texte l'idée que finalement, les milieux queer, par exemple en l'occurrence les milieux lesbiens, étaient capables de s'extraire des oppressions, étaient capables de s'extraire des stéréotypes de genre, etc., de la binarité de genre, et que du coup, il y a une position androgyne qui est adaptée, neutre, qui est à avoir, et que en fait, si t'es butch, en fait non, t'es un garçon manqué avant tout le reste, quoi. Et que c'est ta faute parce qu'en fait, t'es une personne trans, point. Alors qu'en fait, là, c'est juste des moves réactionnaires, en fait. Dans les moves lesbiens, comme dans toutes les autres structures, d'ailleurs, encore une fois, vous avez des gens qui sont avec des visions du monde, qui sont stéréotypés, qui sont oppressifs, qui les reproduisent. C'est pas genre qu'il y a un vrai état neutre, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est que là, en l'occurrence, malheureusement pour du coup Christian, il est tombé dans un milieu lesbien qui était apparemment plutôt nul à chier. Voilà, qui lui a renvoyé dans la gueule que, en gros, Christian n'avait pas le bon passing de lesbienne, etc. Alors après, est-ce que dans tous les cas, il aurait fait quand même une transition? Probablement, parce que quand on fait une transition, c'est réfléchi, on va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, le milieu lesbien, il n'est pas hors de move à chier, quoi. Le mouvement lesbien, comme n'importe quel regroupement, n'est pas en dehors des stéréotypes, des mouvements oppressifs, de la violence intracommunautaire, etc.
Genre vraiment, il y a un manque de lecture à certains niveaux qui est fait, qui me rend très triste, qui m'agace et qui me fatigue. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, pour le coup. Mais moi, en tout cas, moi, ça me trigger quand même. Hein. Ça me trigger un peu, quoi. Bref. Je reprends et je continue. Faire le genre et la classe à travers la sexualité. Les orientations sexuelles structurent la marche vers la transition, mais aussi la construction de soi dans le sexe de destination. Alors que le lesbianisme peut aider certaines FTM à s'extraire du sexe féminin, l'hétérosexualité féminine permet aux MTF de le rejoindre. A l'inverse, on observe une hausse de l'homosexualité masculine parmi les FTM au fil de leur transformation. Et les hommes trans, le fait de s'identifier comme gay peut contribuer à la sociabilisation dans le nouveau sexe, mais aussi, en partie, à une socialisation de classe. C'est limité encore. Oui, voilà, c'est tellement limité tout le temps, constamment. Oui. Des évolutions contrastées. Les hommes et les femmes trans connaissent des évolutions croisées du point de vue de la sexualité. Chez les femmes trans, il y a une nuance entre les personnes qui ont connu une première vie en tant qu'hommes et celles qui ont transitionné jeunes. Dans la transition, celles qui n'ont pas eu d'enfants par le passé et qui sont actuellement en couple déclarent un partenaire de sexe masculin à 46,7%. Et une attirance plutôt ou uniquement pour des hommes à 57,8%. Des chiffres qui s'élèvent à 53,6% et 66% une fois la transition achevée. Celles qui ont fait famille en tant qu'hommes hétérosexuels sont seulement 10,5% à déclarer un partenaire masculin pendant la transformation, contre 34,8% après. Par ailleurs, leur attirance pour les hommes passe de 25,7% à 40,9%, voir tableau 2. La modification des désirs et des pratiques au fil de la transition et après est donc particulièrement remarquable chez les MTF ayant été des hommes hétérosexuels, sachant que le fait d'être en relation avec des hommes et ou attirés par eux constitue pour elles un bouleversement de leur vie d'avant, qu'elles avaient longuement construite avec des femmes. Ouais, bon après encore une fois les chiffres qui sont utilisés sont les chiffres qui sont utilisés depuis le début, qui ont toujours les mêmes problèmes d'être extrêmement limités, issus d'un bagage, on va dire, particulièrement restreint, un groupe échantillon qui est quand même très très petit, donc non seulement très petit, et encore une fois avec un certain nombre de problématiques au niveau de la conception de ce recueil de données qui en fait pas forcément un truc très 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 pertinent, quoi. Donc bon, si vous voulez, soit. On observe toutefois que ces dernières sont bien moins nombreuses à déclarer un partenaire masculin après la transition que celles qui ont été gays. L'enquête qualitative fournit quelques pistes d'interprétation de ce phénomène. Il est en partie lié à la survie, pour certaines, de leurs relations antérieures avec leurs compagnes, là où les relations avec des hommes gays ne se poursuivent jamais au-delà du changement de sexe. Du côté des partenaires, tout se passe comme si le passage ou le retour à l'hétérosexualité était moins aisé que la conversion à l'homosexualité. Toutefois qu'il s'agit ici d'homosexualité féminine, et que les compagnes en question continuent pour beaucoup à se dire hétérosexuelles. Donc en gros, ce qui est en train d'être dit, c'est que dans les couples femme trans, femme, cis, s'entend, la femme cis, elle se considère toujours hétérosexuelle. Du coup, on va pas parler éventuellement peut-être de transphobie. Genre, non, on va dire qu'on s'en fout. On va dire qu'on passe ça à la trappe. Les couples lesbiens préalables de FTM, quant à eux, perdurent davantage que ceux des MTF qui ont été gays. Une asymétrie qui révèle la force de la socialisation à l'hétérosexualité chez les femmes. Ouais. Les lesbiennes ne sont pas des femmes tandis que les gays restent des hommes. Elles sont malgré tout plus enclines que ces dernières à refaire couple avec l'autre sexe, bien que, compte tenu de leur socialisation de genre initiale, des partenaires FTM ne soient pas assimilables à des partenaires masculins cis. Néanmoins, de nombreux hommes trans expérimentent malgré tout une séparation au cours de la transition, ce qui influe sur l'évolution des orientations sexuelles au sein de ce groupe. Ouais. Est-ce que c'est la séparation qui influe sur l'évolution des orientations sexuelles, ou c'est parce que les orientations sexuelles évoluent du fait d'une remise en question du coup de ton identité de par le travail de transition et que du coup ça débouche sur une séparation? Voilà.
Les groupes des FTM tendent à se gayifier au fil du temps. Parmi les FTM déclarant être en couple, 76,7% le sont avec une femme, pendant que la transition, un chiffre qui chute à 50% après. En revanche, la déclaration d'un partenaire masculin passe de 2,3% à 28,6%. De même, tandis que 85,3% des FTM se disent attirés plutôt ou uniquement par des femmes avant la fin de leur parcours, seulement 56,2% maintiennent cette affirmation par la suite. Toujours voir le tableau 2. Bon, tableau 2 que je vous ai pas montré parce que flemme, mais de toute façon, encore une fois, le problème des données, c'est que c'est toujours les mêmes, quoi. Donc, on nous balance des chiffres, ok, balancez-nous des chiffres, vous en faites des conclusions, très bien, faites des conclusions, sauf que si votre échantillon de base, en fait, il n'est pas très représentatif et qu'en fait, il met de côté énormément d'éléments qui sont autour, en fait, on va pas aller loin, quoi. On va pas aller loin. Et bref. Quant à l'attirance pour les hommes, elle passe de 10,3% à 37,5%. Les évolutions posent des questions relatives à la prévention sexuelle. De nombreux FTM rejoignant le groupe des gays, qui est particulièrement touché par le VIH, par le sida. Certains habitus de gestion de risque qui par le passé suffisaient à limiter les risques d'exposition deviennent parfois insuffisants dans les nouvelles configurations relationnelles. On va l'encadrer ci-dessous. Cependant, les hommes trans ne sont pas les plus affectés par le VIH. Et par ailleurs, l'homosexualité concerne certains FTM plus que d'autres. L'attirance déclarée pour les hommes varie selon le capital scolaire détenu par les individus. Alors qu'un quart des FTM ayant fait des études supérieures se dit plutôt ou uniquement attiré par les hommes, la proportion n'est que de 6,8% parmi les personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme inférieur. Du côté des MTF, il n'existe pas de lien significatif entre les attirances déclarées et le niveau d'éducation. Seule la tendance à l'homosexualisation masculine est inégalement répartie dans l'espace social de classe. Socialisation et prévention sexuelle chez les transfuges de sexe. Ça c'est quoi du coup? Là il y a un encadré séparé. C'est quoi cet encadré séparé? Ça a été dit qu'il allait y avoir un encadré. Mais je sais pas d'où ça vient du coup. C'est quoi la source de ça? Je sais pas, il y a un encadré comme si du coup on nous faisait une grosse citation d'un truc externe, sauf que je n'ai aucune idée d'où vient cet encadré. À quoi est-ce que, de quoi il est issu? Je n'en sais rien. Qui a écrit ça? Pourquoi? Comment? Voilà. C'est, écoutez, devinez par vous-même. Très bien. Bon début de la lecture de l'encadré. Socialisation et prévention sexuelle chez les transfuges de sexe. Les trans sont très touchés par le VIH. Les MTF le sont tout particulièrement. La littérature sur le sujet est peu abondante, mais elle permet d'avancer qu'elles sont au moins aussi atteintes que les homosexuels masculins cis. Le risque est si important parmi les trans, notamment en raison de leur mobilité sociale de sexe et de sexualité. La transition peut donner lieu à des transformations des orientations sexuelles, homosexualité ou hétérosexualité, et ou du choix d'objets de désir, hommes et femmes. La perception de la gestion du risque du sida ne change pas radicalement pour autant. Les femmes trans qui ont connu une première vie matrimoniale en tant qu'hommes sont les plus sujettes aux conduites à risque. Avant la transition, elles étaient des hommes hétérosexuels, généralement en couple avec une femme. Elles s'inquiétaient alors peu de la prévention. Leur campagne avait généralement une méthode médicale de contraception. Pour celles qui deviennent des femmes hétérosexuelles, elles ont tendance à rester sur ce même mode et à sous-estimer les risques sexuels qui peuvent être pris avec leurs partenaires désormais masculins. Il en est autrement pour les femmes trans, qui sont gays avant la transition. Bien que certains aient été contaminés à l'époque, elles ont pour beaucoup été socialisées comme des hommes homosexuels, le sont en matière de prévention, bien qu'il existe des rapports hétérogènes à la prévention parmi les gays. Elle hérite notamment de la conscience du risque qui est partagée parmi eux. Cette conscience perdure bien après le changement du sexe. Quant aux FTM, ils sont presque tous lesbiennes dans un premier temps, et certains s'orientent ensuite vers l'homosexualité masculine. Cela expérimente un habitus préventif relativement clivé, alors qu'en tant que femme homosexuelle, ils se soucient peu de la prévention, notamment en raison de la rareté des politiques de santé destinées aux lesbiennes. Le risque devient une préoccupation importante dans leur relation avec les hommes. 2 raisons permettent d'expliquer ce phénomène. Il y a d'abord la représentation sociale de l'homosexualité masculine comme étant associée au VIH. Il y a ensuite la force socialisatrice des milieux gays en matière de prévention. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Ah oui. Non mais là, l'encadré, il sort de mon cul, comme ça, ta gueule, c'est comme ça. Référence, The Bee. Tiens, c'est un encadré, donc ça doit être solide. LOL. Je ne sais même pas de quoi est tiré cet encadré. Non mais il n'y a même pas de ref à quoi est tiré cet encadré. Rendez-vous compte de l'absurdité du truc en fait. Genre vraiment c'est... Ouais, source TKT. Hein.
Source TKT. Hein. Bref, je finis l'encadré. Je finis l'encadré, je pense que je vais couper la VOD là-dessus parce que je commence à être fatigué. Ah oui, non, mais par contre, il n'y a rien d'autre qui existe que homme-femme, hein, point. C'est tout. Hein. Les personnes trans sont les personnes trans qui deviennent hommes-femmes et qui font un parcours médicalisé, hein, avec chirurgie, c'est tout. Le reste n'existe pas, point. Ça, vraiment, l'ouvrage, il nous le montre encore et encore et encore. Hein. L'existence de toute forme, mais de toute forme d'identité de genre différente, pouf, ça disparaît. Ça a été catapulté dans le néant en mode on s'en branle, vous n'existez pas, je vous pisse dessus, allez salut. Non mais vraiment, hein, c'est... Bref. Voilà. Moi je peux pas l'encadrer, joli. Source, Emmanuel Bobatti. Ah ouais. Mais bon, matériellement, l'expérience sexuelle et les attirances vont structurer notre rapport aux autres, ne serait-ce que pour ne pas se voir imposer un sexe. Mais non, ça ne constitue pas notre genre selon cet angle d'analyse. Et voilà. Bon, je finis l'encadré, donc. 2 raisons permettent d'expliquer ce phénomène. Il y a d'abord la représentation sociale de l'homosexualité masculine comme étant associée au VIH. Et ensuite, la force socialisatrice des milieux gays en matière de prévention. Pour les FTM qui deviennent attirés par les hommes, de nouvelles dispositions se mettent rapidement en place. Les parcours trans produisent des rapports parfois surprenants à la vigilance. En raison de la mobilité sociale qu'ils et elles expérimentent, leurs façons d'investir la prévention ne sont pas comparables à celles des personnes cis. Peu intégrées aux politiques de prévention destinées aux trans, la question de la socialisation sexuelle en préventive est aussi cruciale pour la lutte contre le VIH-Sida dans cette population. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit point au passage. Il y a un truc qui est quand même ironique. Ce livre se veut d'apporter une réflexion sur tout ça, etc. Et le truc, c'est qu'une fois tous les 36 du mois, on nous dit « Non, mais il y a aussi des non-binaires qui existent, TKT. » Bon, on s'en branle, on s'en fout, on les prendra jamais en compte, voilà. Mais même les rares fois, pour l'instant, il y en a eu 2. 2 fois sur 120 pages. 2 fois sur 120 pages, on a parlé des non-binaires. On a parlé des gender fluid, etc. Les 2 fois où on a parlé de ces personnes-là, le texte a écrit « il » ou « elle ». C'est-à-dire que même quand tu parles de personnes qui, de fait, par définition, tu ne peux pas appliquer « il » ou « elle », l'ouvrage n'est pas capable de placer un « yel », un « al », un « le » ou quoi que ce soit. Genre, même quand tu parles de personnes non-binaires, gender fluid, etc., l'ouvrage reste dans « il », « elle ». L'ouvrage reste binaire, même quand littéralement tu parles des personnes non-binaires. Et après, vraiment, s'il y a des gens qui ne comprennent pas en quoi le transmatérialisme, il est intrinsèquement en fait ambiphobe, bah voilà, hein, littéralement, hein, ça c'en est un exemple. On te dit oui, vous existez, mais en fait on s'en branle, en fait on ne parle que de il et de elle, et même quand on parle de vous, on dit il ou elle, donc en fait on nie votre existence, on s'en bat les reins. Il n'y a même pas un effort minimum qui est fait. On a lu combien de pages, il en reste combien? Question de mon TDAH. Alors nous sommes actuellement à la page 120, et en tout, le texte s'arrête... page 174. Voilà. Je vais pousser encore un paragraphe. Les tendances des MTF et des FTM à changer d'objet de désir doivent être prises avec précaution. Elles représentent des évolutions, mais pour chaque profil de parcours, les FTM qui ont été lesbiennes, les MTF qui ont été hétérosexuels, MTF qui ont été gays, les attirances avant transition perdurent dans une certaine mesure. Après. Ah, ça, j'ai envie de te dire que ça va dépendre de qui, en fait. En fait, ça va dépendre de qui. Genre, vraiment, le principe évolutif de tes attirances au cours de ta vie, ça n'existe pas. Genre, vraiment, l'auteur s'en bat les couilles. Vraiment, il y a un côté tellement essentialisant dans ce qu'écrit l'auteur, mais de manière systématique. Genre, pile en retard, bah, c'est bien, hein, tu as échappé à beaucoup de choses. Bonjour, méditation. C'était pas bien encore aujourd'hui. Vraiment, en fait, ça corrobore totalement les moves qu'il y a eu un peu plus tôt dans la lecture.
tous les moves qui étaient... Non, mais en fait, même les femmes trans, vous avez vu comme ce sont des femmes trans, à la base, elles ont été socialisées comme des hommes, donc elles connaissent les cheat codes du patriarcat, donc en fait, elles manipulent et elles profitent du patriarcat. Vraiment, ce move-là, je l'ai toujours en travers de la gorge. Et là, on a un peu un move dans le même genre avec le... Oui, alors en fait, les personnes qui font des transitions vont avoir des attirances potentiellement sexuelles qui vont changer, parce qu'en remettant en question leur genre, bah, finalement, elles vont peut-être devoir remettre en question aussi, de manière annexe, pas toujours, mais bon, voilà, là c'est un peu marqué comme si c'était toujours le cas, leur sexualité. Et du coup, bah, on conclut par, bah, en fait, les attirances d'avant-transition perdurent, voilà. Donc en fait, tu peux faire une transition, mais finalement, t'aimes toujours les mêmes choses. Bah en fait, ferme ta gueule, quoi. Enfin, arrête d'essentialiser les gens à un soi-disant état initial. Enfin, vraiment, l'évolution, ça n'existe pas, quoi. Le fait d'évoluer dans ta vie, le fait d'avoir des goûts qui changent, d'avoir des parcours de vie qui te font changer, etc., ça n'existe pas. Ce bouquin s'en bat les couilles. Cet ouvrage, vraiment, c'est essentialisme 2000-2001. Vraiment, c'est tout le temps de l'essentialisme. C'est systématiquement essentialiste. Et c'est du transmatérialisme, quoi. Enfin, vraiment, t'es là en mode... Putain. Bref, je vais reprendre et comme je vous dis, je vais finir sur ce paragraphe. Les FTM restent attirés par les femmes à 56,2% et 50% de ceux qui ont un partenaire stable après transition disent, et 50% de ceux qui ont un partenaire stable après transition disent qu'il s'agit d'une femme. Les femmes trans qui ont été des hommes hétérosexuels demeurent attirées plutôt ou uniquement par des femmes, à 45,4%. Et celles qui sont en couple ont une majorité, une partenaire féminine après la transition, 56,5%. Enfin, celles qui ont été gays restent attirées par des hommes à 66,0%. Et pour celles qui sont en couple après la transition, elles déclarent un partenaire masculin à 53,6%. Bon, de manière quasi constante, en fait, on est à sur 50. Hein. De manière vraiment quasi constante, on est à 1 cas sur 2. Donc en fait, une personne sur 2 garde la même sexualité, une personne sur 2 change sa sexualité, mais TKT c'est 100%. 50 c'est 100%. Putain, les statistiques c'est fait pour quoi en fait? Pourquoi tu fais des études sociologiques si t'es pas capable de comprendre ce que tu fais? Fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je finis le paragraphe, vraiment il reste plus beaucoup. Par ailleurs, un possible biais est à prendre en compte dans la mise en couple avec les hommes et l'attirance déclarée pour ces derniers. Parmi les MTF, les femmes trans risquant particulièrement de recevoir un diagnostic de paraphilie et de se voir refuser certains traitements de ce fait, elles peuvent avoir tendance à surdéclarer hétérosexuels auprès des médecins, mais aussi des chercheurs, sachant que l'enquête quantitative sur laquelle je m'appuie était menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Néanmoins, les entretiens conduits auprès des femmes trans témoignent de l'importance symbolique et matérielle de leur orientation sexuelle au cours de leur transition. Putain, mais même quand t'arrives à mettre un disclaimer, tu reviens dessus. Non mais c'est... Oh la médiocrité, putain. Même quand t'arrives, pour une fois, à être capable de dire « Bah, il y a peut-être un peu une écueil quand même. Il y a peut-être un peu une entourloupe. » Tu reviens en disant « Non, mais en fait, ça change rien. » TKT, ça ne change rien. Oh. Voilà. Petite fougère de YouTube. On va s'arrêter là sur cette lecture. Je vais encore une fois ne pas te dire, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie et sur cette lecture de sciences humaines et sociales. J'espère que tu as passé une lecture pertinente qui t'aura appris des choses et c'est déjà bien. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt. Ciao ciao.